Je suis vraiment surpris, c'est paradoxal, cette semaine ça n'a pas fait grand bruit dans le monde de l'intelligence artificielle, on n'a pas vu de sujets qui ont buzzé, et pourtant cette semaine est historique. Il s'est passé tout un tas de choses qui font que l'intelligence artificielle vient de passer un nouveau palier, et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette revue d'actu dans laquelle on va décrypter les meilleures informations, celles qu'il ne fallait pas manquer, et vous allez voir, le programme est ultra complet. Alors pour commencer, je devais impérativement vous parler de ce point crucial, car ça y est, c'est officiel, le Parlement européen a adopté l'AI Act. On parle de législation historique sur le site du Parlement européen. L'AI Act, c'est quoi? Eh bien, c'est une réglementation qui est censée protéger les Européens quant à leur utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi par rapport à l'évolution de l'IA et les innovations qu'on pourrait voir apparaître au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Alors ce texte, l'AI Act, a été vraiment adopté à l'unanimité, ou presque, puisqu'on parle de 523 votes pour, contre 46 seulement contre, et cet AI Act, eh bien, il est avant tout constitué d'interdictions. Il est interdit d'utiliser certaines applications, donc fondées sur l'intelligence artificielle, qui pourraient menacer les droits des citoyens. Ça veut dire quoi? Concrètement, c'est quoi ces applications IA? Eh bien, ce sont les systèmes de catégorisation biométrique qui pourraient utiliser des caractéristiques sensibles pour cataloguer, ficher les Européens, et c'est aussi toute technologie qui pourrait faire appel aux images faciales et à la reconnaissance faciale. Naturellement, comme vous le voyez juste en dessous, il y a des exemptions pour les services répressifs qui pourraient avoir recours à ces technologies. Et l'autre point clé de l'AI Act, eh bien, c'est que tous les systèmes d'intelligence artificielle à usage général et les modèles de langage que nous utilisons aujourd'hui, donc c'est valable pour OpenAI, c'est valable pour Google, c'est valable pour Claude ou encore Copilot, eh bien, tous ces acteurs de l'IA vont devoir faire preuve de transparence sur tout ce qui est lié aux droits d'auteur et sur toutes les données sur lesquelles ont été entraîner justement ces intelligences artificielles. Donc ça va avoir un impact direct sur les outils que nous pouvons utiliser au sein de l'Union européenne. Est-ce que les OpenAI et consorts vont réussir à s'adapter à cette exigence de l'Union européenne? Est-ce qu'ils seront sanctionnés financièrement s'ils n'y parviennent pas? Ou alors est-ce que leur exploitation sur notre territoire sera prohibée? Ça va être à suivre au cours des prochains mois, voire des prochaines années, parce que vous allez voir, il y aura un délai avant que tout ça entre en application. Et comme vous pouvez peut-être le voir aussi juste ici, voilà, les images et les contenus audio vidéo qui sont fake, donc qui sont manipulés par l'intelligence artificielle, devront clairement être signalés par les outils d'IA. Donc là, on a vu notamment sur la chaîne qu'OpenAI et d'autres étaient en train de travailler sur des filigranes qui pourraient nous permettre d'analyser, ou plutôt d'identifier au premier coup d'œil, des contenus générés par intelligence artificielle. On a même OpenAI qui a sorti très récemment une norme qui nous permet d'avoir une carte d'identité d'un contenu généré par l'IA pour comprendre par quel outil ce contenu a été généré et à quelle date il a été généré notamment. Donc voilà, ça va être à suivre car c'est un enjeu avec l'intelligence artificielle. On l'a notamment vu sur la chaîne cette semaine dans une vidéo dans laquelle je crée une chanson complète grâce à ChatGPT et l'intelligence artificielle en utilisant la voix d'artistes connus. Voilà, toutes ces innovations, qu'elles soient audio, vidéo ou encore photo, pourraient nous permettre de manipuler les populations pour véhiculer de fausses informations, et ça forcément c'est un défi à relever pour toutes nos institutions. Et l'autre point qui va être fondamental par rapport à l'AI Act, on a parlé de toutes les exigences de l'Union européenne par rapport aux entreprises qui proposent des solutions d'intelligence artificielle, et donc forcément, comme bien souvent l'Europe étant plutôt un territoire qui réglemente plutôt qu'un territoire qui innove, eh bien on risque d'être freiné du côté innovation. Donc toutes les entreprises qui bossent aujourd'hui sur des projets d'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne vont devoir se plier aux exigences de l'AI Act, ce qui ne sera pas le cas d'entreprises comme OpenAI, Google, etc., qui eux, dans tous les cas, évoluent dans un environnement international et ne seront pas freinés autant que nos propres entreprises. Donc là, il va y avoir un véritable enjeu, et a priori, c'est très bien expliqué dans l'article de l'usine digitale ici,
que je vous partagerai bien entendu en lien dans la description, comme l'intégralité des sources que je vous présente dans cette vidéo. Eh bien, a priori, l'Union européenne va lancer un bureau de l'IA, un AI Office, qui sera censé justement aider les entreprises à se conformer aux règles, et donc on peut aussi imaginer qu'il y aura une aide financière par rapport à tout ça. On a notamment dans cet article de l'usine digitale, en surligné juste ici, une citation de Paul-Olivier Gibert, qui est président de l'AFCDP, qui est l'Agence française pour la protection des données, qui nous dit que voilà, comme bien souvent, eh bien l'enjeu sera de protéger sans freiner le développement et l'innovation, et ça, clairement, ça va être une vraie problématique. On a quand même pas mal de temps pour se préparer à tout ça, puisque l'application de ce texte sera progressive. En gros, l'AI Act doit être encore adopté officiellement par le Conseil européen. Ensuite, dans un délai de 20 jours, il sera publié au journal officiel, et c'est seulement à partir de cette publication dans le journal officiel que courra un délai de 24 mois, donc 2 ans pour l'entrée en vigueur du texte, ce qui nous amène grosso modo à avril 2026, en sachant qu'il y aura en plus des délais supplémentaires pour certaines pratiques interdites, ou encore les obligations pour les outils d'intelligence artificielle que nous avons évoqués précédemment. Et donc, hasard du calendrier ou pas d'ailleurs, la France a annoncé dans la foulée la sortie de son plan d'action pour l'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment de placer la France à la pointe de l'IA, et dans ce document qu'on va analyser en détail juste après, il y a 25 propositions pour atteindre cet objectif. Alors, ce plan d'action, il fait suite justement à la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui a été lancée en 2017, et c'est notamment la suite de la mission Villani qui avait lieu en 2018, et donc maintenant l'idée, voilà, c'est d'avoir un plan d'action concret pour profiter du potentiel de l'intelligence artificielle. On parle notamment d'un potentiel de production de richesse de 90 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, et donc forcément la France veut sa part du gâteau, et donc c'est la raison pour laquelle ce plan d'action pour l'IA est sorti. Donc vous avez 25 recommandations comme je vous le disais précédemment, donc il y en a 25, mais il y en a 7 qui sont avant tout prioritaires. La priorité, ça va être de lancer un grand plan de sensibilisation et de formation. Là, je suis très content de lire ça dans le rapport, puisque c'est un message que j'essaye de porter à mon humble niveau sur la chaîne depuis plus d'1 an maintenant. Aujourd'hui, et il y a une stat que je répète constamment par rapport à tout ça, 80% des personnes qui vont être impactées par l'IA dans leur métier n'en ont pas conscience. Et donc, si ces personnes n'en ont pas conscience, comment peuvent-elles se préparer à cette transformation IA? C'est juste impossible, et dans l'état, on court vraiment à la catastrophe de ce côté-là. Et puis, l'autre objectif prioritaire, eh bien, ça va être d'investir massivement dans les entreprises du numérique pour se construire un écosystème français de l'intelligence artificielle. Ça, c'est pareil, vous le savez si vous suivez la chaîne, j'essaye de mettre en lumière le plus souvent possible les projets français dans l'IA, mais il y en a très très peu, c'est vraiment l'infime minorité, voire il y en a, ça se compte sur les doigts de la main, les projets qui sont finalement assez significatifs aujourd'hui. Donc là, c'est pareil, il y a un enjeu majeur. Et un autre point qui est assez important et qui me touche plus particulièrement, eh bien, c'est le rayonnement de la culture française. Aujourd'hui, comme les outils d'intelligence artificielle sont entraînés principalement sur des contenus anglo-saxons et créés par des ingénieurs qui ont des valeurs anglo-saxonnes, eh bien, notre culture peut du coup en pâtir. On nous parle aussi de respect des droits de propriété intellectuelle, ça vous allez voir, j'ai une petite actu par rapport à ça juste après. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de décrypter un petit peu plus en profondeur ce plan d'action intelligence artificielle pour la France. Pour être totalement honnête avec vous, au départ, d'après les fuites que j'avais pu entendre à droite et à gauche, je prenais vraiment ce document à la légère et j'étais convaincu que ce serait quelque chose de plutôt frustrant, et en fait, vous allez voir, le boulot abattu a été vraiment intéressant, et ce qui en ressort, eh bien c'est précieux. Je pense qu'on a une bonne compréhension de l'intelligence artificielle et le plan d'action me paraît plutôt cohérent. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc on a ici le sommaire, donc il y a plusieurs parties dans ce plan, notamment une partie sensibilisation où on parle de dédiaboliser l'intelligence artificielle, et ensuite il y a la présentation des recommandations pour pouvoir faire de la France un vrai leader dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. On a quelques chiffres clés ici qui expliquent comment ce plan d'action a été construit, notamment 7000 personnes qui ont été consultées sur une application qui s'appelle
Agora. Il y a 23 séances de travail qui ont permis d'aboutir sur ce document. Là, ça aurait été intéressant d'avoir le volume d'heures de ces séances de travail pour pouvoir se rendre compte de l'ampleur de ce qui a été réalisé. Et donc voilà, derrière, la première chose que vous allez pouvoir voir d'intéressante dans ce document, eh bien, c'est une cartographie de l'écosystème d'intelligence artificielle et donc tous les acteurs ici qui vont intervenir dans la chaîne de valeur de l'IA et qu'il va falloir du coup soutenir et motiver avec notre plan d'action IA. Et vous allez voir, ça fait partie des recommandations dans ce plan, on va quand même mettre pas mal l'accent sur tout ce qui est puissance de calcul. Aujourd'hui, la Chine est devant tout le monde, les États-Unis, de par leurs investissements, sont aussi très bien placés dans cette course à la puissance de calcul. Nous, on est forcément à la traîne par rapport à ça, donc c'est un enjeu majeur qu'il va falloir relever. Et derrière, ce qui est bien foutu dans le document, eh bien, c'est ce graphique qui nous présente grosso modo comment les recommandations ont été définies, donc l'enjeu de confiance qui va être à relever juste ici, comment on va pouvoir faire en sorte que les populations aient confiance dans l'intelligence artificielle. Donc ça va forcément passer par de la sensibilisation, par un dialogue social. Quand l'intelligence artificielle va commencer à entrer dans nos entreprises et supprimer certains emplois, il va y avoir des mouvements sociaux, on va devoir forcément gérer tout ça, on va devoir relever un défi technologique, donc avoir de nouvelles capacités, notamment en puissance de calcul, proposer des solutions IA qui soient performantes, dynamiques et sûres. Et c'est ça qui est intéressant, l'accent est aussi mis sur les solutions d'IA qui seraient open source. Pour ça, on va pouvoir activer différentes ressources, donc les talents nationaux et internationaux qu'on pourrait convaincre de venir travailler chez nous. La collecte des données, ça va être vraiment un enjeu majeur, puisqu'aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés sur des données qui sont disponibles principalement sur Internet, mais plus de 60% de ces données sont des données anglophones. Et donc, du coup, comment on va pouvoir faire pour entraîner des modèles qui soient ultra performants sur des données, pourquoi pas françaises? On aura besoin de puissance de calcul et de financement, donc d'argent public. Et donc, les bénéfices de cette transition, de cette révolution intelligence artificielle, eh bien, ils sont nombreux. Activité économique plus soutenue, de la création d'emplois, du gain de productivité, de la qualité de vie au travail. Ça, je le répète régulièrement sur la chaîne, l'intelligence artificielle, si vous intégrez ChatGPT aujourd'hui dans votre quotidien, ça va pas seulement vous permettre d'être plus productif et de travailler plus vite, ça va vous permettre de travailler aussi de manière plus confortable, d'être par exemple soutenu dans des actions pour lesquelles vous n'avez pas forcément toutes les compétences afin de les réaliser efficacement. Et puis ça permettrait a priori d'avoir un service public amélioré. Là, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais quand je vois tous les outils d'IA qu'on a couverts sur cette chaîne, il y a clairement des opportunités pour améliorer certaines parties de nos institutions publiques. En poursuivant ma lecture du document, j'ai été agréablement surpris par certaines parties qui m'ont fait rire quand je les ai vues dans le sommaire, mais on a notamment une partie qui s'appelle « L'IA me concerne-t-elle ?» et donc ça c'est bien de faire un effort pédagogique ici pour bien indiquer que l'intelligence artificielle concerne tout le monde. C'est ce qui est dit ici, l'IA nous concerne tous comme utilisateurs, car nous utilisons déjà des services intégrant de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Si vous utilisez Netflix, il y a de l'intelligence artificielle pour vous proposer du contenu. Si vous utilisez Waze, il y a de l'intelligence artificielle pour vous proposer le meilleur itinéraire possible. Ça, j'avais fait une vidéo sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vous présente la liste de tous les outils services que nous utilisons aujourd'hui dans notre quotidien qui contiennent de l'IA. Et ensuite, eh bien, on nous fait une analogie avec l'arrivée des voitures. On nous dit entre 1920 et 1930, eh bien, la plupart des villes et pays occidentaux ont décidé de séparer les flux des piétons des flux des voitures pour éviter les accidents. Donc là, on nous dit, voilà, c'est un peu de la même ampleur que l'arrivée de la voiture dans nos sociétés, donc c'est quand même majeur. Et donc, on doit définir quel va être le cadre de l'utilisation de cette intelligence artificielle. Et justement, derrière, il y a une autre partie qui s'appelle « Faut-il avoir peur de l'IA ?» Et donc, on nous dit non, mais il faut quand même être vigilant. Et donc là, on a quelques statistiques ici qui sont assez intéressantes, qui nous disent que 77% des Français pensent que l'IA, c'est une vraie révolution. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ils prennent le sujet au sérieux, mais 68% des Français pensent qu'il faudrait faire une pause parce que ça va trop vite et qu'ils ont peur des innovations à venir à très court terme. Donc c'est 68% en France, mais c'est 79% des Chinois ou encore 74% des Américains. Plus loin dans le document, on va revenir aussi sur le gain en productivité de l'intelligence artificielle, notamment un gain de productivité qui pourrait s'élever à 25% quand une entreprise intègre l'IA et déjà même 14% dès le premier mois d'utilisation. Donc vous avez
avez un graphique qui montre bien que l'adoption de l'intelligence artificielle fait exploser la productivité. On a ensuite un passage du coup où là j'ai été choqué. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment été surpris des chiffres qui sont présentés juste ici. Là, je pense que c'est vraiment une erreur d'interprétation. On a une partie sur l'IA est-elle créatrice ou destructrice d'emplois, et donc on nous dit ici, c'est assez incroyable, les emplois directement remplaçables par l'IA ne représenteraient donc, et tenez-vous bien accrochés, que 5% des emplois d'un pays comme la France. Si vous suivez régulièrement la chaîne, si vous voyez tout ce qu'on peut déléguer à l'intelligence artificielle dans mes tutos, tout ce qu'on peut même automatiser, on est largement au-dessus des 5%, et ça, voilà, notamment quand on voit que l'intelligence artificielle désormais peut se retrouver dans des robots. J'en ai fait une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, et qui peut donc réaliser des actions, j'allais dire, humaines. Voilà, les 5% me paraissent vraiment sous-estimés. On a néanmoins derrière une cartographie qui nous présente les métiers qui vont être le plus impactés par l'intelligence artificielle. Donc plus c'est haut dans le graphique, plus le métier sera impacté par l'IA, donc tout ce qui est comptable, télévendeur, journaliste, interprète, architecte, juriste, secrétaire, etc. Bien entendu, vous le savez si vous suivez la chaîne, ce métier peut quasiment aujourd'hui être automatisé, et puis on en a forcément des plus manuels en bas qui seront moins impactés, et selon moi seulement à très très court terme, car les innovations, et notamment une que je vais vous présenter juste derrière, les robots intelligence artificielle, vont aussi impacter ces types de métiers. Et donc derrière, dans le document, il y a un thème qui est central, qui revient régulièrement, c'est l'humanisme. L'idée, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur de cette transformation IA. Ça aussi, c'est une motivation qu'on a sur la chaîne, donc c'est top de pouvoir le lire dans un tel document. Et donc l'idée, ça va être vraiment de faire du dialogue social et de la co-construction, la pierre angulaire du recours à l'IA. Donc voilà, logiquement, on devrait être consulté, on devrait participer à cette transformation intelligence artificielle. Et donc, à la fin du document, vous avez les 25 recommandations qui sont présentées avec le pilote. Donc, ce sera bien souvent un ministère spécifique et l'impact financier qu'aura du coup cette recommandation sur les 5 ans. Donc, par exemple, ici, 10 millions d'euros pour la première. Il y en a certaines quand même qui sont très très intéressantes qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Déjà, ça va être la formation, la pédagogie, la sensibilisation, que ce soit dans l'enseignement supérieur, acculturer les élèves dans l'enseignement secondaire pour rendre accessibles et attractives les formations spécialisées. Si on veut que l'intelligence artificielle se développe dans notre pays comme la France, on doit former des personnes à travailler dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un véritable enjeu. 1,2 milliard d'euros d'investissement prévu sur 5 ans. On aura aussi un investissement dans la formation professionnelle. Donc ça, c'est pareil, ça va être un enjeu puisque dans nos métiers, on va être impacté par l'IA. Si on ne sait pas utiliser l'IA, on risque, entre guillemets, de se faire lourder. Donc on doit former tous nos collaborateurs. Et puis il y en a d'autres, donc investissement dans les entreprises du numérique pour se faire un écosystème IA qui soit performant en France et accélérer l'émergence d'une filière européenne de composants de semi-conducteurs. Donc ça, c'est pour la puissance de calcul, et tout ça représente plus de 10 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans. Néanmoins, quand je vois tout ça, quand je prends le plan d'action intelligence artificielle de la France qui met fortement l'accent sur l'innovation et que je mets ça en parallèle avec l'AI Act qu'on a vu précédemment et qui lui est plutôt dans la protection des Européens dans tout ce qui est innovation liée à l'IA, là je me dis qu'il y a un problème et qu'on va avoir des points de friction entre ce qu'on veut faire en France et la réglementation qu'on va avoir à l'échelle européenne. Et donc, pour analyser ça, eh bien, j'ai décidé de créer un GPT, ce qui est un modèle GPT personnalisé sur ChatGPT. Et en gros, ce que j'ai fait, je l'ai appelé Coach France IA, donc expert dans la transformation IA de la France. Je lui ai donné quelques instructions et je lui ai surtout partagé des documents clés comme les 2 documents de l'AI Act. Donc, il a la réglementation en PDF dans sa base de connaissances et je lui ai partagé le rapport IA du gouvernement qu'on vient de décrypter ensemble. Donc il connaît toutes ces informations et donc une fois que j'ai créé mon GPT, je l'ai validé et donc je lui ai demandé: peux-tu analyser l'AI Act et le plan IA français pour me dire quels sont les potentiels points de friction qui pourraient ralentir, voire rendre
impossible l'application du plan IA français. Et donc là, il m'en a sorti plutôt pas mal et vous pouvez mettre pause si vous souhaitez lire la réponse dans son intégralité. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une incompatibilité entre l'AI Act et le plan IA français. Et c'est notamment bien expliqué dans le point numéro 4, juste ici, où ChatGPT nous dit que le plan IA français met en avant le besoin d'innover et de soutenir l'écosystème IA, tandis que l'AI Act se concentre sur la création d'un cadre réglementaire sûr et fiable pour l'utilisation de l'IA. Donc là, il va y avoir vraiment des frictions, et pas qu'avec l'Europe. On parle notamment ici, en tout cas ChatGPT nous parle notamment du décret de l'administration Biden sur le développement de l'emploi de l'IA, qui risque aussi de freiner les capacités de l'Europe et de la France à innover dans l'intelligence artificielle. Donc voilà pour le gros morceau de cette vidéo, les 2 points principaux de réglementation que je souhaitais évoquer avec vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une revue de toutes les actualités liées à de nouveaux outils d'intelligence artificielle et de nouvelles fonctionnalités dans les outils qu'on utilise au quotidien, et vous allez voir, là, le potentiel est vraiment énorme. Mais avant ça, un petit passage sur ma formation automatisée ChatGPT, puisqu'elle est disponible au prix anniversaire de 99 € au lieu de 399 €. Cette formation, je l'ai sortie il y a 1 an, et ça fait aussi 1 an que GPT-4 est sorti. C'était pour moi l'occasion de célébrer ça avec vous. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de cette promotion, et dans la formation, je vous donne vraiment toutes les clés pour profiter des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT et pour pouvoir automatiser ChatGPT afin qu'il travaille pour vous. L'idée, ça va être vraiment d'automatiser votre création de contenu, voire même certaines sphères complètes de votre business pour pouvoir gagner du temps, gagner en productivité et en performance. Ce qu'il y a de bien dans cette formation, c'est que les mises à jour sont gratuites et constantes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité ou une évolution du côté de ChatGPT, la formation est mise à jour, et en tant que client, vous en bénéficiez gratuitement. Certaines personnes qui ont acheté la formation il y a 1 an maintenant bénéficient toujours des mises à jour, et ça, c'est forcément appréciable. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez le programme qui est présenté, les bénéfices de la formation, les avis clients et surtout le petit bouton juste ici pour profiter du coup du prix anniversaire jusqu'à dimanche, 99 € au lieu de 399 €. Cette actu peut paraître dérisoire, mais en fait c'est pareil, c'est quelque chose de majeur dans l'évolution de l'intelligence artificielle, et c'est sans doute la conséquence directe de l'AI Act. On a OpenAI qui vient de signer un accord, un partenariat avec la presse, Le Monde notamment, et donc cet accord, il sert à quoi? Eh bien, il permet à OpenAI d'entraîner ses modèles de langage sur tout le corpus de données du monde, comme c'est noté juste ici. Et donc, la raison qui est mise en avant par Le Monde pour justifier ce partenariat, eh bien, c'est un but de consolider le modèle économique. Vous le savez, on le sait depuis des années, la presse, c'est très difficile en ce moment, avec notamment Internet et les réseaux sociaux. Forcément, le modèle économique est de plus en plus fragile, et avec l'intelligence artificielle, les contenus vont arriver en masse sur le web, les contenus générés par IA, et donc la presse sera encore plus menacée. Il y a quand même un point intéressant, Le Monde nous le garantit, il en va de soi que ce nouvel accord, comme les précédents qu'ils ont pu contracter, n'entravera en rien la liberté d'enquête de nos journalistes sur le secteur de l'intelligence artificielle et sur OpenAI en particulier. Ça sera forcément à suivre dans les semaines et les mois à venir. Et puis une grosse actu qui vient du côté de chez Apple. Apple est très silencieux dans le domaine de l'intelligence artificielle. On l'a évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne. Néanmoins, dans mes prédictions pour l'année 2024 que je vous ai partagées en fin d'année dernière, je vous indiquais que Apple allait se réveiller et allait frapper un grand coup, notamment avec la sortie de l'iPhone 16 qui, je le suis convaincu, va être dopé à l'intelligence artificielle. Et il y a 2 indices qui vont encore dans ce sens. Cette actualité qui a quelques heures à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, Apple vient de racheter une société qui s'appelle Darwin AI, et donc l'idée c'est d'intégrer tous les ingénieurs de Darwin AI à son département IA pour travailler
travailler justement à des solutions d'intelligence artificielle qui soient révolutionnaires. Apple a toujours été clair sur le sujet dans sa communication, notamment via son CEO, en indiquant qu'ils arriveraient dans le paysage de l'intelligence artificielle uniquement à partir du moment où ils auraient des usages révolutionnaires à nous apporter. Et donc là, ça pourrait être le cas cette année, notamment si on recoupe avec cette actualité dans laquelle le créateur de Siri a annoncé qu'en 2024, Siri serait vraiment un concurrent majeur pour ChatGPT, Copilot et Gemini. Tout ça est issu du tweet que vous avez sous les yeux qui annonce vraiment une révolution du côté de Siri pour 2024. Et derrière, ce qu'il y a de bien dans ce thread de discussion sur Twitter, eh bien, le créateur de Siri, donc Dag Kitlos, j'espère que je n'écorche pas son nom, donne quelques exemples. Par exemple, ici, on pourrait demander à Siri de nous alerter quand notre artiste préféré sort une nouvelle musique et de l'ajouter dans une playlist Spotify directement. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ou alors, on pourrait lui dire « Siri, peux-tu me réveiller tous les jours de la semaine à 7h, sauf tel jour parce que je vais me lever plutôt à 8h, ou alors tu peux me réveiller plus tôt si j'ai un rendez-vous important dans mon calendrier. » Bref, on a vraiment du coup une utilisation plus profonde du réveil que nous connaissons aujourd'hui. Là, je m'aperçois, vous le voyez sans doute ici, que Siri est en train d'enregistrer tout ce que je raconte puisque je l'ai activé sans doute à plusieurs reprises. Mais voilà, ça c'est une super nouvelle du côté d'Apple et on le suivra forcément sur la chaîne. Cette semaine, ça a été aussi une grosse mise à jour pour l'intelligence artificielle Midjourney qui permet de générer des images. Jusqu'à présent, on avait un petit problème sur Midjourney, c'est que dès qu'on générait une photo, eh bien c'était impossible de créer des dérivés de cette photo en mettant par exemple un personnage qu'on aurait créé dans différentes situations. Eh bien c'est désormais possible avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Character Consistency et vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Je vous ai préparé un petit test juste ici. Donc j'ai créé un personnage d'un chat avec une capuche et des lunettes que je vais pouvoir mettre en scène dans différents environnements. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré celle qui me paraissait la mieux, donc je l'ai agrandie en cliquant sur Upscale One juste ici et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer l'adresse que nous avons ici de l'image et on va pouvoir la partager avec Midjourney avec un nouveau paramètre. Vous avez le résultat juste ici. Là j'ai créé un nouveau prompt sur Midjourney pour lui demander eh bien de mettre mon personnage de chat au volant d'une voiture et donc pour ce faire j'ai récupéré du coup le nom du personnage tel que je lui avais donné et j'utilise un nouveau paramètre que vous voyez ici -cref ou -cref comme vous préférez et donc derrière j'ai partagé l'adresse de la photo juste ici et avec le paramétrage CW eh bien je vais pouvoir paramétrer le niveau de créativité ou plutôt de fidélité que l'IA va devoir respecter par rapport à l'image. Ce paramétrage CW il va de 0 à 100, 100 étant la fidélité parfaite pour avoir un personnage conforme à celui de départ et donc plus je vais réduire ce CW, plus je vais tendre vers 0 et plus Midjourney aura un niveau de créativité élevé. Donc voilà pour ce nouveau paramétrage et donc regardez le résultat, là j'ai bien un personnage de chat qui correspond, alors c'est pas au détail près, c'est pas à la perfection, mais qui correspond bien au personnage que j'avais au départ. Cette semaine, ça bouge aussi du côté de chez Google qui a sorti quelque chose de très intéressant, ça s'appelle Google Genie et donc l'idée c'est de générer carrément un jeu vidéo à partir d'un prompt. Le résultat est juste incroyable, j'ai pas eu encore l'occasion forcément de tester mais on a quelques exemples qui sont présentés ici. Les jeux pour le moment vont être basiques, les graphismes ne vont pas être incroyables mais imaginez là pareil l'évolution de ce genre de technologie. À l'avenir, on pourra, si on le souhaite, sans aucune compétence en développement, uniquement en comptant sur notre créativité, eh bien développer des jeux vidéo. Et donc ça va marcher à partir d'un prompt texte, on va pouvoir le faire comme vous le voyez juste ici, ou alors carrément le faire à partir d'un dessin. Vous avez quelques exemples qui sont présentés dans la page sous vos yeux. Idem, ce sera possible à partir d'une photo. Donc imaginez-vous, vous vous prenez en photo et vous pouvez faire un jeu vidéo autour de vous. Donc le résultat pour l'instant, graphiquement, il est pas fou, mais demain, avec l'évolution de l'intelligence artificielle et potentiellement des modèles de langage performants comme GPT-5, on pourra faire des choses de fou. On peut peut-être envisager que dans quelques mois, voire quelques années, dans ChatGPT,
on pourra créer un jeu vidéo. Dans la même veine, toujours le département recherche IA du côté de chez Google a annoncé la sortie de Sima. Sima, c'est quoi? C'est un agent d'intelligence artificielle autonome qui va pouvoir jouer avec nous dans des jeux vidéo. Il a été entraîné dans 8 jeux vidéo avec lesquels Google a un partenariat et du coup il est devenu performant et on pourrait envisager demain de jouer en ligne, en coopération par exemple avec des amis, mais s'il nous manque pourquoi pas certains joueurs pour pouvoir participer, intégrer des agents d'intelligence artificielle autonome ou alors pour tout ce qui est jeu, en solo, plutôt que d'avoir des IA qui sont aujourd'hui très très basiques, je pense notamment à FIFA quand vous jouez contre l'ordinateur, d'avoir des agents IA qui connaissent des tactiques, qui ont appris sur les tactiques de Carlo Ancelotti ou encore José Mourinho, ce serait juste incroyable et ça offrirait forcément plus de réalisme à tous les jeux vidéo. Une autre actualité dont on a très très peu entendu parler sur les réseaux sociaux, j'en ai fait une vidéo complète décryptage qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description sortie il y a 2 jours à peine. Elle n'a pas très bien non plus marché sur la chaîne, c'est assez étonnant, mais cette information, elle est juste cruciale puisqu'elle fait passer l'intelligence artificielle à un autre niveau. Cette actu, c'est quoi? C'est GPT-4 qui a fêté ses 1 an, ça on en a déjà parlé, mais pour fêter ses 1 an, il est sorti de ChatGPT et OpenAI a annoncé le premier robot GPT-4 qui parle, qui comprend, qui peut résoudre des problématiques, mais qui peut aussi interagir avec un environnement. Il peut se déplacer, réaliser toutes sortes d'actions comme vous le voyez juste ici, et ça, c'est juste incroyable. Et ce n'est que le début, notamment si vous regardez cette actualité vraiment incroyable du côté du New York Times qui nous présente une société qui s'appelle Covariant et qui a trouvé un moyen d'intégrer ChatGPT dans tous les robots industriels, ou en tout cas dans une partie des robots industriels. Et donc ça, c'est pareil, c'est juste incroyable. Vous pouvez aller faire un tour. Il y a notamment une vidéo de présentation juste ici où on a un robot industriel qui est couplé, combiné à ChatGPT et du coup, il peut agir de manière plus efficace, plus performante et prendre des décisions. Ça, c'est un truc de fou. Jusqu'alors, jusqu'à cette semaine finalement, et ces robots IA, l'intelligence artificielle ne concernait que les emplois intellectuels. Désormais, les emplois manuels sont aussi concernés et doivent avoir ça en tête pour se préparer à la révolution IA qui arrive dans leur métier. Les développeurs aussi vont être concernés. Pourquoi? Parce qu'une autre société qui s'appelle Cognition, comme vous le voyez juste ici, a lancé une IA qui s'appelle Devin et cette IA Devin, elle est assez incroyable. C'est le premier ingénieur logiciel, intelligence artificielle et donc comme vous le voyez, on va lui poser n'importe quelle question, il va pouvoir développer des logiciels de A à Z. Beaucoup de développeurs en ont parlé sur YouTube, donc moi c'est moins mon domaine d'activité, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais ça c'est une véritable révolution, on va bien plus loin que ChatGPT, il peut se connecter à internet comme vous le voyez juste ici pour récupérer des informations de code, ce que font beaucoup de développeurs quand ils n'ont pas connaissance de certaines solutions, ils vont récupérer des choses sur internet, et bien là c'est Devin qui va le faire tout seul. Donc en fait Devin, on lui pose la question, il réfléchit, il identifie ses problèmes, il va trouver des solutions et il développe tout de A à Z. Et a priori vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez testé, mais les performances sont juste incroyables. Donc voilà, tous les métiers vont vraiment être touchés par l'IA, c'est assez bluffant. Cette semaine c'était aussi l'arrivée des GPTs, donc ces modèles GPT personnalisés qu'on a évoqué aussi un tout petit peu plus tôt dans la vidéo avec ma manipulation sur l'AI Act et le plan IA en France. Et donc ces GPTs peuvent être utilisés sur Microsoft, ils peuvent être créés sur la plateforme Microsoft. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait là, on peut partager le lien de nos GPTs et même si les personnes n'ont pas un abonnement à Copilot, eh bien ils vont quand même pouvoir utiliser le GPTs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pas détailler le sujet puisque finalement, je vous montre précisément comment ça marche, est-ce que c'est performant. Je fais même des comparatif avec ChatGPT, les GPT sur ChatGPT, les GPT sur Copilot. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et puis on a du nouveau aussi du côté de la guerre entre Elon Musk et OpenAI. Vous le savez, on en a aussi parlé sur la chaîne. Elon Musk a porté plainte contre OpenAI et ses deux fondateurs, Greg Brockman et Sam Altman, en reprochant tout un tas de choses à OpenAI, notamment le fait que OpenAI, dans ses statuts, avait prévu d'être open source et finalement
finalement, eh bien, ils sont revenus sur ce point spécifique, ce qui pose problème. Et donc, pour faire un pied de nez à OpenAI, eh bien, dans la foulée de sa plainte, Elon Musk a annoncé que Grok, son intelligence artificielle, va devenir open source cette semaine. Donc, j'ai pas encore eu la confirmation au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce sera peut-être le cas quand vous la verrez. Vous pourrez me dire en commentaire. Et donc, c'est assez marrant derrière, puisque on a une personne sur Twitter qui dit OpenAI devrait faire la même chose sous le tweet d'Elon Musk, et on a Elon Musk qui dit OpenAI est un mensonge. Je trouve qu'Elon Musk est quand même très véhément envers OpenAI sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment ça va se passer dans le cadre d'un procès, mais toutes les insultes ou encore les accusations qu'il peut porter publiquement sur les réseaux sociaux envers OpenAI, ça peut jouer aussi dans le procès. On verra ce que ça donne. On a là une autre actu que je voulais vous présenter. Alors je sais pas si on doit trouver ça triste ou plutôt positif. Ça nous vient de Corée du Sud, où il y a pas mal de personnes âgées là-bas qui souffrent de solitude, comme dans pas mal de nos sociétés finalement même occidentales. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que la Corée du Sud va lancer 7000 poupées intelligence artificielle pour justement, j'allais dire, porter compagnie à tous ces seniors en Corée du Sud. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose ou pas. Vous avez sous les yeux la poupée, ce à quoi elle va ressembler. Je la trouve un peu particulière. C'est vrai, je sais pas si je dois trouver ça glauque ou si je dois trouver ça positif, mais voilà, une intelligence artificielle pour tenir compagnie aux seniors en Corée du Sud. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, pour en finir avec cette revue d'actualité très complète, on a encore du nouveau du côté de chez Claude 3 qu'on avait abordé sur la chaîne. Là c'est pareil, la vidéo s'affiche dans le petit i en haut à droite de l'écran, elle sera en lien dans la description. J'ai fait une démo complète de cette intelligence artificielle Claude 3, et donc il y a 3 modèles d'intelligence artificielle, notamment le modèle Sonnet qui est un modèle intermédiaire et le modèle Opus qui est le modèle premium disponible uniquement sur abonnement, et il manquait le modèle Haiku qui est plus petit mais plus rapide que la concurrence, et comme vous le voyez dans le tableau juste ici, en termes de performance d'après ces benchmarks, il est plus puissant, plus performant que GPT 3.5 ou encore Gemini 1.0 Pro. Donc ça c'est intéressant, et néanmoins il est aussi uniquement disponible sur abonnement du côté de chez Claude 3. Et donc Claude 3, pour vous abonner quand vous êtes en France, eh bien c'est juste impossible actuellement. J'avais pu le faire par le passé, vous l'aviez vu sur la chaîne, mais Claude 3 a résilié mon abonnement, vous le voyez ici, depuis novembre, donc c'était plutôt le 9 décembre 2023. Je ne peux plus renouveler mon abonnement parce que je suis en France, donc je ne peux pas tester Claude Haiku. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je trouve ça assez dommage, puisqu'on a participé sur la chaîne à faire connaître Anthropic et Claude en France, et le fait de plus pouvoir tester le modèle, je trouve ça un peu dommage. Néanmoins, dans le tutoriel, dans la démo Claude 3 que je vous partage sur la chaîne, je vous donne quand même une petite astuce pour le tester, même si c'est de manière limitée. Voilà, j'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai alors à nouveau des actus, des tutos, des démos, des astuces, des outils autour de l'IA, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter de cette révolution qui arrive et non pas être une victime. Ça c'est un point fondamental, ça aura été le fil conducteur de toute la vidéo. Et puis n'oubliez pas, vous avez encore quelques heures pour profiter de ma formation automatisée ChatGPT jusqu'à ce dimanche seulement, 99 € au lieu de 399 € pour tirer pleinement profit de cette IA. À très bientôt.